Bien, bonjour à tous et nous sommes vendredi, le vendredi sur le Boucantage. Et nous sommes heureux d'accueillir pour la première fois notre confrère de RCI, M. Eddy Planté. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, et merci d'être venu. C'est le premier RCI. Hein. C'est le premier RCI, donc ça viendra, pas le dernier. Pas le dernier. Oui. Bon, alors sinon, les incontournables sont là. Jacques Dancal et Olivier Lancien sont condamnés d'être là tous les vendredis jusqu'en 2026. Et aujourd'hui, nous recevons le directeur aussi de publication du journal Nouvelles Étincelles, Christian Céleste. Merci d'être avec nous. Bonjour, et donc tout à l'heure, nous avons fait beaucoup de ça. Sinon, plus tard, on va recevoir Josette Martial, l'auteur comédienne de la création musique, théâtrale et poétique La Voyageuse. Et aussi Amel Falia qui viendra avec la fille de Marie Scondé, puisque vous savez que l'aéroport change vraiment de nom aujourd'hui. Et donc, viendront tout à l'heure parler de tout ça. Sinon, l'actualité, c'est Imad News. Bonjour. Bonjour, Daniel. Envers et contre tout. Voilà. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On va parler aujourd'hui du congrès de l'UNSA, donc un rendez-vous essentiel pour le secteur éducatif. Ils ont pu discuter des enjeux actuels et futurs concernant l'éducation dans notre région. Il s'agira aussi de parler de la conférence sur l'adaptation du changement climatique pour sensibiliser et informer autour des enjeux environnementaux actuels aussi. On parlera du Cardioval, donc un déboulé sportif sur Bémao qui s'est déroulé Alliance Sport et Santé pour dynamiser la communauté. Voilà, bien le Boucantage c'est parti. L'actualité cette semaine elle est toujours aussi riche. Bon, on ne parlera pas que de carnaval, on va parler de cette grève qui perle. Est-ce qu'on sera sous l'eau? Puisque le SMAG et la mutuelle, on a vu qu'il y a un petit peu un différentiel. Et là aussi, les choses vont peut-être se compliquer. Hier, il y avait une réunion, on n'a pas abouti. Plusieurs organisations nationalistes et indépendantistes guadeloupéennes, martiniquaises étaient en Kanaki le week-end dernier. Et c'est la création d'un fonds international. Le PCG aussi, je crois, a été représenté. Oui. Un fonds international de décolonisation. Mais pour l'instant, on y fonds en Guadeloupe, mais ni à l'extérieur. On va en parler tout à l'heure. La délinquance, ça n'a pas baissé, puisque j'ai reçu cette semaine la procureure qui nous dit malheureusement que la délinquance continue en Guadeloupe. Quelles sont les raisons, les causes et quels remèdes pour cette délinquance qui n'arrête pas de progresser en Guadeloupe? Bonne question qu'on va poser. Et puis, on fera un petit tour du côté des États-Unis. Puisque, oui, on va passer le générique, puisque justement, précisément, en ce moment, il y a 12 Guadeloupéens qui sont sans papier aux États-Unis, vous voyez y aller, et 33 000 Haïtiens. Est-ce qu'ils vont retourner en Haïti dans une situation aussi compliquée? La question reste posée, puis si on a le temps, on verra un petit peu si Bérou, Pascal Carnaval. Voilà. Le générique, c'est parti. Alors, messieurs, y aura-t-il ou pas grève de l'eau? Qui peut répondre? Au regard de ce qui se passe pour la mutuelle, on me dit que c'est quelque chose qui finalement vous parle pour une grève pour ça. J'ai entendu ça dans ton émission hier d'ailleurs. Oui. Écoutez, mais le président du SFGAG a lui-même dit que ça représente un montant important finalement et qu'il n'était pas... Il a hérité de ça. Voilà, il a hérité de ça et qu'il n'est pas en mesure actuellement de le payer. Effectivement, on peut s'étonner qu'il faille une grève pour ce genre de choses. Mais là, le seul regret que je pense que les Guadeloupéens auront dans cette affaire-là, c'est que chaque fois qu'il y a une grève, qu'il y a un avantage perçu, je crois qu'il est souvent jugé, l'avantage est souvent jugé illégitime parce qu'on a l'impression que c'est toujours un enrichissement pour les employés, qu'il n'y a pas de solidarité dans un domaine où, celui de l'eau, où on a vraiment l'impression que bon, la situation est très difficile et que ça n'est pas le moment de la compliquer. Chaque fois qu'il y a une demande pour un avantage pour les salariés, chaque fois on se dit, mais s'ils avaient au moins pour une augmentation de salaire, imaginons qu'on demande 200 €, et qu'on dise que 100 € iront à une fondation pour payer les études d'ingénieur de tous les enfants qui feront des études dans le domaine de l'hydrologie. Je suis sûr que les Guadeloupéens comprendraient qu'il y ait une demande. Oui. Mais si chaque fois ça ne concerne que les salariés, il y a beaucoup de problèmes, je crois que le président certainement joue sur le peu de légitimité de certaines demandes et c'est peut-être pour ça que cette grève-là est difficile à tenir. Eddy. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faudrait aussi expliquer le contexte. C'est qu'à partir du 1er janvier, tous les établissements publics comme
le syndicat mixte, doivent changer, doivent proposer en fait à leurs agents une mutuelle de groupe. Donc la complexité pour le SMJAJ, j'ai l'impression que c'est par rapport à la configuration juridique, parce qu'il y a une partie de personnel sous le public, au régime public, et l'autre sur le régime privé. Le régime privé, chaque agent avait sa propre mutuelle, fonctionnait de manière individuelle. Et là, ça devient... Il y a une obligation de la loi, de manière. Voilà, il a une obligation légale. Est-ce que ça mérite une grève? À mon avis, pas vraiment. Pas vraiment, mais il faudrait aussi, par rapport à la situation et sur les réunions qui ont eu ces derniers jours, moi je pense que le président du SMJAG, Ferdi Luizy, ça fait pas très longtemps qu'il a été élu président. Je pense qu'il aurait pu, à mon avis, pour calmer un peu le climat, rencontrer le personnel et expliquer les choses. Moi, je trouve ça dommage. Olivier, c'est juste le bémol. Oui, c'est vrai que ça peut paraître disproportionné, mais il faut toujours privilégier le dialogue. Le dialogue est important. Une mutuelle, aujourd'hui, c'est important parce qu'il y a de moins en moins de remboursement de la sécurité sociale. Donc c'est un élément important. Les prix de mutuelle ont augmenté de 6%. Ça augmente, oui. Ça augmente. Mais les remboursements de la sécurité sociale diminuent de notre côté. Donc il faut bien choisir sa mutuelle. Alors, est-ce qu'il faut une grève sur ça? Je ne pourrais pas me prononcer, mais c'est un point important à discuter. Il y avait une réunion hier qui n'a pas abouti. Donc, on a une grève au-dessus de la tête. Le délégué. Oui. Et en principe, le personnel est en grève. Ils l'ont annoncé depuis. Ils sont en grève. Céleste. Oui, effectivement, moi, l'Étincelle défend les droits des travailleurs et de tous les Guadeloupéens. Oui. Nous soutenons le droit de grève. Et à ce propos, l'Étincelle, là, de cette semaine, fait un article sur le père de la sécurité sociale, Ambroise Croizat. Le 11 février, ce sera l'anniversaire de sa mort. Oui. Donc nous sommes en phase dans ça. Mais ceci dit, il faut faire la part des choses. Hein. Les usagers de l'eau souffrent depuis des années de coupures d'eau, de grève, etc. J'entends le président dire que mais c'est parce que les usagers ne paient pas l'eau. Hein? Luizy. Mais comment voulez-vous que les gens paient s'ils n'ont pas le service? Donc, ce qui me pose problème, c'est que je n'entends pas l'ancienne députée du Moule, là, qui a porté la loi, qui a créé ce syndicat. Bénin, le sénateur Théophile. Ce sont ces deux parlementaires qui sont montés sac au dos au service du gouvernement pour faire voter cette loi, couper la route aux élus guadeloupéens. Bon, on ne les entend pas, ceux-là. En réalité, c'est vrai, il faut la mutuelle, il faut soutenir la protection sociale des travailleurs. Ça, nous connaissons bien. Je viens de dire, c'est Ambroise Croizat qui a inventé ça. C'est un communiste. C'était un communiste, Ambroise Croizat. Hein? Nous sommes bien dans notre système. Mais la question de l'eau est ailleurs. Il faut aussi que ceux qui travaillent dans l'eau, les employés, les techniciens, cadres, tout ce qu'on veut, il faut aussi que, bien sûr qu'ils défendent le droit, mais il faut aussi qu'ils pensent pays, qu'ils pensent développement, qu'ils aient l'essence du pays, des responsabilités. On ne peut pas tout le temps flinguer à la fois les usagers, à la fois le pays. On va où? Alors moi, c'est pourquoi, quand j'entends ça, j'ai pensé à Germain Parent, le premier Guadeloupéen capestérien qui a posé la question de l'eau, qui a créé le premier syndicat des usagers de l'eau. Et il avait dit quelque chose, à mon avis, qui me semble juste aujourd'hui. Il avait dit, écoutez, ce qu'il faut faire, au lieu de perdre beaucoup d'argent pour boucher les trous des tuyaux, etc., il faut le faire. Mais mettez de l'argent pour précisément créer un nouveau système d'alimentation en eau, un système bis. Oui. Il fallait tout repenser. Aujourd'hui, on bouche tous les trous, mais on bouche un trou là, mais c'est normal, c'est le problème de la pression. Un trou pète de l'autre côté, etc. Les usines. Non, Germain Parent tout compte faire. Il n'avait pas tort. Oui.
Parce que les sommes qu'on engloutit actuellement pour réparer, boucher les trous et faire fonctionner des usines qui ne sont pas aux normes, ah ben oui, il fallait mettre en place un nouveau système de conduite d'eau, d'adduction d'eau, etc. Oui. Hein? Et pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Oui, mais ils auraient dû penser ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Les fermiers qui étaient là, etc., ils ont foutu le camp avec tout l'argent. Et d'après ce que je crois comprendre, ils ont même fait voter et signer des documents, des textes aux gens, aux Guadeloupéens, aux élus. Et pour leur dire, écoutez, vous ne posez pas le problème, vous ne demandez rien, nous n'avons rien à payer, rien à vous donner, basta, terminé. Alors, il y a une question qui va se poser dans quelque temps, c'est à savoir est-ce que le SMEG va continuer? Parce que est-ce que l'État ne va pas reprendre la main sur ces cas-là s'il n'arrive pas à résoudre les problèmes qui se posent? Alors, on va passer à un deuxième sujet. C'était le jeu, ça. Oui, oui, effectivement. Alors, Ferdi Luizy, l'actuel président, oui, récemment élu, un peu réticent, et pourrait peut-être quitter le navire. Aussi, déjà. Oui, bon, un navire qui est sous l'eau. Alors, on va partir en Kanaki, puisque la semaine dernière, il y a eu le congrès du FNLKS, mais il y a eu surtout une réunion avec plusieurs organisations nationalistes ou patriotiques guadeloupéennes. J'ai dit il y avait l'UPLG, le FKNG, le PCG, le Palima de la Martinique. Et au sortir de tout cela, il y a eu la signature d'un document sur un fonds international de décolonisation. On va voir un tout petit extrait de ce qui s'est passé. On a une vidéo. Créé lors du congrès des colonies à Bakou en juillet dernier, le Front international de libération des colonies françaises organise pendant 2 jours son sommet sur le territoire. Composé de partis indépendantistes de Martinique, de Guyane ou encore de Corse, ce sommet vise à tracer une feuille de route pour reconnaître le droit d'autodétermination des peuples d'outre-mer. Nous voulons faire en sorte que l'État français ne dirige plus nos affaires. Car s'il y a un État qui fait de l'ingérence dans nos affaires, c'est l'État français. Et nous voulons avoir les pleins pouvoirs pour diriger notre pays, développer économiquement notre pays, développer notre culture, développer notre stratégie internationale. Donc c'est le sens de ce front. Et ce n'est pas rien, parce que c'est la première fois que dans toute l'histoire des colonies françaises, qu'il y a autant d'organisations qui se mettent ensemble, autant de pays qui se rassemblent autour d'un instrument de combat qui est le Front international de décolonisation. C'est vraiment... Après une visite au Sénat... que l'ANG n'était pas présente à cette réunion. J'ai reçu le représentant de l'ANG aujourd'hui, il y a 2 jours, qui nous a expliqué. Alors, ce front, je pose la question à Christian Sela. D'abord, vous êtes membre du Parti communiste, un représentant de votre parti était là-bas. Est-ce qu'on crée un fonds à l'étranger, mais en Guadeloupe, il n'y a pas de fonds? Est-ce que c'est pas la charrue avant les bœufs? Oui, j'entends ça très très bien, moi. Je pense que la solidarité internationale, c'est nécessaire. Oui. Tout le monde le sait. Il faut quand même chercher à l'extérieur des soutiens, des forces, etc. Il y a un principe dans le mouvement de libération nationale de chercher des soutiens, etc. Donc un fonds international de libération, de décolonisation, bon, pourquoi pas? Mais je suis d'accord avec ça, moi, je suis très clair. La libération de notre pays se gagnera ici. Ce n'est pas la France qui va nous donner le pouvoir. Ce n'est pas la France qui va nous décoloniser, c'est d'abord nous-mêmes. Alors il faut d'abord commencer par nous décoloniser. Hein? Et nous, peuple guadeloupéen. Alors il faut commencer par faire au peuple. Il faut commencer par se rassembler, s'unir ici, pour créer le rapport de force nécessaire. Et nous sommes dans l'incapacité depuis 50 ans, ici en Guadeloupe, de créer quelconque fonds ou union. On a commencé avec le Fonds pour l'autonomie en 63. Oui, il y a le FPAC aussi. On est passé par toutes sortes de systèmes. Les États généraux du peuple guadeloupéen. On est passé par le FPAC. On est passé... chaque fois, c'est pareil. Il n'y a pas longtemps, là, les organisations anticolonialistes d'ici ont signé un document. C'était avant le dernier congrès des élus, etc. Bah, okay. C'est comme les projets guadeloupéens. Hein? C'est comme les projets guadeloupéens. Ah, mais il y en a un paquet. J'ai regardé ça et il y a 2 ou 3 jours, là, attention, il y en a un paquet. Ça commence à monter. Oui. Et donc, écoutez, moi je comprends que je suis pour la solidarité internationale, je la pratique depuis 70 ans. Mais aujourd'hui, je comprends et je dis que la lutte se gagnera ici. D'abord, organisons-nous, oui. Mettons-nous ensemble, déterminons ensemble,
chaque pas que nous voulons franchir. Et à ce moment-là, on va causer avec la France, ou la France sera obligée de causer avec nous. Christian Silas, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un rêve, ça pour l'instant, en Guadeloupe, à ce que je vois. Oui, vas-y. Non, c'est que on a reçu en écho à ce que dit Christian Silas aussi, on a reçu un document d'Harry Boussillon sur qui fait un constat assez alarmant sur la situation du mouvement anticolonialiste en Guadeloupe et de l'impossibilité de réunir justement les forces autour de vraies idées. Il appelle à une refondation. D'ailleurs, son document s'appelle « Pour une refondation du mouvement national anticolonialiste guadeloupéen ». Ça montre bien qu'on est dans une situation extrêmement difficile, qu'il n'y a pas vraiment de ligne commune et que c'est pour l'instant, c'est encore compliqué de créer des fronts communs et donc d'avoir une posture claire vis-à-vis de l'extérieur. Je me dis, s'il peut écrire ça, c'est que la situation est vraiment compliquée et qu'il y a un besoin de reconstruction, y compris pour le message à envoyer à la population, je pense. Oui, effectivement, quand j'ai entendu M. Carole qui est intervenu, Francis Carole qui est intervenu de la Martinique, c'est vrai qu'il y a quand même une différence de poids politique entre les organisations indépendantistes dans chaque territoire. Et je pense qu'ici, il faudrait déjà commencer par structurer les mouvements nationalistes. L'UPLG aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'UPLG est suivi dans ses idées par la population, un vrai leader politique aujourd'hui, l'UPLG, par rapport à ce qui se passe en Corse, ce qui se passe en Kanaki, ce n'est pas encore le cas. Bon, on salue effectivement ce rassemblement, ce front qui a été créé en Kanaki et qui se sont rencontrés. D'accord, mais je pense qu'il faudrait déjà pour les mouvements nationalistes commencer à se rassembler localement en Guadeloupe et aussi parler au peuple. Parce qu'il parle au nom du peuple, mais le peuple, j'ai l'impression qu'il y a un décalage aujourd'hui entre ce que j'ai entendu de M. Carole qui parle en son nom, mais pas au nom des populations. Les populations, il y a un vrai décalage entre ces idées des partis nationalistes et ce que veut la population aujourd'hui. Il y a un vrai décalage. Alors, juste pour prolonger un petit peu, parce que quand même, hier, il y avait une commission ad hoc de M. Losbar qui réunit toutes les organisations autour de son projet le congrès. Oui, le congrès il devrait y avoir un prochain congrès dans les prochaines semaines. Après le carnaval, quand même. Oui, après le carnaval, vaut mieux. Losbar, c'est la domiciliation du pouvoir. Oui, mais enfin, c'est une forme d'autonomie, pas l'autonomie du PCG. On ne va pas mélanger, on va tout mélanger. Oui, et donc, c'est une partie de ce sujet-là, de ce dossier-là. Mais pour revenir au niveau international, là, je comprends le processus de ces organisations qui se disent qu'il faut aller discuter c'est à l'ONU pour reposer, pour inscrire... à l'Azerbaïdjan aussi. À l'Azerbaïdjan, mais pour inscrire ces territoires-là sur la liste des pays à décoloniser, c'est au niveau des Nations Unies. Et au niveau local, le mouvement nationaliste ou autonomiste subit la même chose que tous les autres partis, c'est-à-dire qu'il y a un désengagement du Guadeloupéen, du citoyen qui ne croit plus en rien et qui croit en lui dans l'individualité. C'est un petit peu malheureusement la situation et je ne suis pas sûr que après, parce que M. Bicep qui représentait le PLG était là, il reviendra ici. Il a expliqué cette semaine qu'ils ne sont pas allés à cette manifestation parce qu'eux ils pensent qu'avant de faire un front international, il faudrait d'abord faire un front en Guadeloupe. C'est un petit peu la position. Alors, je sais pas si la position. Est-ce que ce front ne passerait pas par les prochaines élections, par exemple municipales c'est un front électoral? Non, avec des candidatures des partis nationalistes, de l'ANG qui prépare déjà les municipales, l'UPLG pourquoi pas, et voilà. Le PCG est municipal, M. Céleste? Oui, il n'y a pas de souci, parce que ça, nous sommes un parti politique et nous participons à la vie du pays, et nous avons des objectifs. Nous serons aux élections municipales. Oui. Bon, et nous sommes aussi très ouverts à rassembler les forces politiques. Pas seulement nationalistes, communistes, mais les forces aussi guadeloupéennes, la société civile. J'aime pas trop cette expression de société civile, hein, ça masque un tas de choses. Mais enfin, les associations, les syndicats, etc. Oui. Il faut. Les partis traditionnels comme le GUSR, comme la Fédération socialiste de Guadeloupe. Écoutez, nous aujourd'hui, je le dis ici,
nous ne sommes pas fermés. Nous sommes fermés à rien. Nous, c'est la Guadeloupe. C'est le pays Guadeloupe. Mais attention, nous avons, nous, une vision de classe. Nous sommes un parti communiste. Nous ne sommes pas simplement un parti nationaliste. Nous sommes un parti révolutionnaire. Nous ne sommes pas un parti de gestion du système. Vous voyez, il y a toutes ces questions qui, des fois, freinent les rassemblements. Parce que les gens n'ont pas la volonté de faire des concessions ici ou d'accepter cela. Moi, je suis communiste. On ne va pas me demander de faire un rassemblement, un truc, en abandonnant mes objectifs communistes. Mais on ne fera jamais ça. Oui. Alors, c'est pareil. Les autres, certains, entre guillemets, indépendantistes, j'ai dit indépendantistes, oui. Veulent faire l'union, mais il ne faut pas que les communistes continuent à mourir le drapeau. Alors la question du drapeau, c'est encore notre problème. Ok, d'accord. Oui. On ne va même pas aborder cette question-là. C'est bitabab. Nous sommes là. Mais ceci dit, nous travaillons à rassembler toutes les forces. J'ai dit toutes les forces. Les PPDG, moi j'ai dit à mes camarades communistes, alors ils trouvent peut-être que je prends un petit peu de... C'est l'âge peut-être qui amène la raison. Moi, maintenant, nous sommes à un stade. Il faut écouter les autres. Il faut essayer de rapprocher. Alors, nous avons des problèmes. Les socialistes posent des problèmes. Mais là encore, là, là, ils sont sortis, mais encore. On va en parler tout à l'heure. Donc, il y a toujours des trucs. Mais j'ai dit, il faut causer. Il faut causer. Le Gus. Oui. L'Osbar, il est toujours dans un enfumage. Mais il faut causer avec le Gus. Il faut parler et il faut chercher quand même à rassembler les pays et le peuple. C'est tout. Bien. Il est 12h55, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure puisqu'on va aborder d'autres questions, problème de la délinquance. On va parler de Beyrouth tout à l'heure. On parlera aussi de Trump. Et un petit mot quand même sur Ayot qui contre-attaque après tout ce qui s'est passé sur la Bichère. D'ailleurs, c'est la couverture du journal Nouvelle Semaine. Les réponses sont dans la rue pour la loi sur la Bichère. On va en parler dans un instant. On prend la pause. À tout de suite. Voilà, encore une vingtaine de minutes dans le boucantage avec nos confrères de la presse écrite et audiovisuelle. Jacques Dancal, Nouvelle Semaine. On va voir la couverture de ton journal cette semaine. Voilà, la réponse est dans la rue. C'est suite à la déclaration de Bruno Blandin ? Pas vraiment, c'est-à-dire dans le journal cette semaine, Georges Calix analyse le texte le projet de loi sur la vie chère et il en montre les avantages et surtout les limites parce que derrière il faut aussi mettre en place un certain nombre de contrôles et c'est toujours pareil, il faut arriver à faire appliquer les textes. Le projet aussi de loi présenté par Victorin Lurel, c'est-à-dire qu'on est quand même, c'est toujours pareil, dans un encadrement juridique qu'on essaie de mettre en place et qui dans la pratique se révèle toujours difficile à faire fonctionner parce que le lobby import-export a lui aussi des intérêts et puis on sait très bien que c'est compliqué à faire. Et il est aussi compliqué de prouver où sont réellement les vraies causes de la vie chère parce que c'est contesté, etc. Donc on a une loi qui cherche à encadrer ça. C'est une très bonne nouvelle, mais dans le même temps, on sait que ça va être difficile à appliquer. Alors c'est ce que Georges Calix explique dans l'article. Mais en tout cas, il y a visiblement une volonté du gouvernement d'avancer sur la question et pour essayer aussi d'éteindre un feu, parce que visiblement on est dans une situation très compliquée en Martinique, c'est pas terminé. Ils craignent que ça se répande dans tout l'outre-mer, parce qu'en fait on ne voit pas très bien de solution immédiate. Donc il faudra trouver des solutions et des choses qui marchent. D'accord. Nouvelle étincelle avec le Christian Céleste à la une. L'histoire n'est pas finie. Oui. Avec le drapeau du PCG, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que dans cet article-là, oui. On parle effectivement des élections aux États-Unis et on montre l'arrivée des milliardaires au pouvoir. Il y a des milliardaires aux États-Unis comme partout. Bien sûr. Mais là, après les élections, du gars là, il y a dans le gouvernement 7 milliardaires. Là. Sans compter les autres qui sont dans les institutions, etc.
Donc, l'impérialisme financier a pris le contrôle, a pris le pouvoir total, et on le voit aux États-Unis, avec tout ce qui se passe. Mais c'est plus que ça, c'est la volonté, la tentative précisément aujourd'hui de prendre le contrôle sur le monde entier. Et on voit les menaces sur le Groenland, sur le Canada et sur l'Union européenne. Bon, Trump dit aux gars, écoutez, vous parlez beaucoup, ça va, votre guerre en Ukraine, c'est pas ma guerre. Ou bien vous payez pour que l'OTAN puisse vivre, ou alors on dégage. Alors là, ça commence à chipoter. Donc, il y a actuellement une violence du capitalisme international telle qui nous emmène précisément à cette idée que le capitalisme mondialisé, de toute façon, crée et creuse sa propre tombe. Donc, le mouvement d'émancipation reprend avec la création de ce qu'on appelle les pays du Sud, hein, les BRICS. Les BRICS, oui. Oui, parce que les États-Unis, l'impérialisme était seul au pouvoir, au contrôle. Et Trump pensait que c'était le moment venu pour écraser tout le monde. Mais il n'a pas vu que là-bas, du côté de l'Asie, l'Inde, le Brésil, se crée une nouvelle force qui porte les espérances du monde aujourd'hui en termes de liberté, de démocratie, de développement, d'écologie, d'environnement. Et c'est cela qui nous permet de dire que l'histoire n'est pas finie. La lutte de classe pour changer le monde continue, avec les communistes, bien entendu. Bien sûr. Alors, on va voir justement la couverture d'un journal que vous connaissez bien, Justice. Oui. Journal martiniquais. Alors, Trump vers un monde plus dangereux, c'est à peu près la même idée. Ah oui, nous avons titré dans un article, Trump précisément, menace la paix du monde. Ouais, donc, on ne sait pas concerté, mais les communistes... Alors, je signale quand même que Justice est le premier journal centenaire de la Guadeloupe. De la Martinique, pardon. De la Caraïbe, et même absolument. Journal centenaire. On passe à France-Antilles, on regarde un peu la une de France-Antilles, Nathalie sera là la semaine prochaine. Je vous le dis rapidement. Il y a un article, vous avez parlé de Vichero là tout à l'heure, il y a un article dans l'Étincelle de cette semaine fondamentale qui a été écrit par une spécialiste, une économiste spécialiste dans les finances publiques et la fiscalité qui s'appelle Mireille Pierre-Louis, qui est basée à la Martinique. Je connais. Et son texte, c'est un dossier très important, s'intitule précisément « Dans le purgatoire de l'assimilation ». C'est la seule personne qui lie la question de la vie chère à la question politique, à la question de notre statut politique. La vie chère, il faut l'entendre et l'étudier. Dans ce qu'elle dit, nous sommes dans le purgatoire de l'assimilation. On regarde un peu rapidement la lune du progrès. Alors d'abord France-Antilles, 12 Guadeloupéens menacés d'expulsion, ça revient encore à la situation des États-Unis du trumpisme. 12 Guadeloupéens qui sont sans papier. J'ai dit qu'il y a 33 000 Haïtiens qui vont être refoulés eux aussi. Deux petits mots sur le progrès social de cette semaine. Je crois que c'est avec Bruno Blandin. Je rêve de faire revenir nos jeunes talents. Il a fait cette conférence, cette déclaration lors de son dîner face à la presse, déjeuner de la presse la semaine dernière, puis il y a un article sur les îles du Sud dans l'ambiance. Alors, on revient à la situation de la Guadeloupe. On va écouter un petit extrait d'un short qu'on a fait avec la procureure qui était ici il y a 2 jours. Bonjour, je m'appelle Caroline Calbeau, je suis procureure de la République au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et je suis venue aujourd'hui à ZCL pour évoquer le bilan de la délinquance en 2024. Il est important pour la justice de rendre compte à tous les Guadeloupéens de ce qui s'est passé justement en 2024. Alors malheureusement, on a constaté une hausse globale de la délinquance, que ce soit des atteintes aux biens comme des atteintes aux personnes, avec notamment une augmentation des tentatives de meurtre et des vols avec armes, mais il était important de souligner que tout le monde était mobilisé, que ce soit les enquêteurs, police, gendarmerie, comme la justice, pour faire face à cette augmentation. Et il y a eu d'ailleurs en 2024... Elle disait que la délinquance a augmenté. Et la circulation des armes n'a pas baissé non plus en Guadeloupe. Il y a de plus en plus d'armes qui circulent. Et bien évidemment, c'est lié aussi au trafic de la drogue. Oui, Trump, il renvoie les immigrés sans papier un peu partout, mais il devrait aussi fermer les frontières pour les armes.
Oui. Donc les armes qui circulent ici arrivent directement des États-Unis. Les États-Unis, la plupart des armes viennent des États-Unis. Et nos côtes ne sont pas suffisamment surveillées. Oui, Eddy. Oui, c'est lié au fait au trafic au secteur du narcotrafic, tout ça. Et ça voudrait dire aussi que l'État doit mettre plus de moyens police, c'est un fait de la compétence de l'État. Donc plus de moyens pour la justice également, j'imagine. Et aussi, on a vu la pression autour du narcotrafic, toutes les annonces qui ont été faites. Je pense que là aussi, tout ça, c'est lié et il faut plus de moyens. Ça aboutit juste à encore plus d'État. Ouais. Oui. Ah oui, oui. Non, c'est le domaine de l'État. Mais de toute façon, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est un phénomène d'ailleurs global, hein. Ce n'est pas que la Guadeloupe. C'est-à-dire dans toute la Caraïbe actuellement, on a des plateformes de redistribution de la drogue parce que le gros vient d'Amérique du Sud. La Colombie principalement. Tous les pays qui en produisent ont décidé que c'est pas leur affaire la consommation, donc ils laissent sortir. Parce que la réalité, c'est qu'il y a relativement peu de contrôle maintenant à la sortie. Donc nous sommes des plateformes simplement pour que ça parte vers l'Europe et vers les États-Unis. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, c'est distillé aussi un peu sur place, parce qu'il faut bien entretenir le système. Les armes arrivent avec, parce que c'est la règle. Alors, il y a un commerce qui est lié directement à la drogue, c'est-à-dire le trafic des armes, mais il y a aussi un trafic des armes tout seul aussi. C'est-à-dire qu'on a deux marchés. On a le marché qui est lié directement au trafic, et puis il y a un marché aussi où les gens vendent des armes. Tout vient des États-Unis, là, vous avez bien fait de le souligner tout à l'heure, hein, ça vient des États-Unis. Alors, il faut qu'on se rappelle quand même dans quel contexte on est en Guadeloupe, pourquoi ça se développe aussi facilement, parce qu'on aurait pu se dire on n'est pas dans la situation de la Jamaïque, où il y a des niveaux d'Haïti, où il y a des niveaux de pauvreté qui expliquent ça. Mais la réalité, c'est qu'on a toujours ce gros dysfonctionnement structurel d'un pays qui vit essentiellement de transferts publics, donc qui vit de la consommation. C'est-à-dire que quand vous avez à peu près sous 126 000 personnes en gros dans la population active, vous avez 37 000 qui sont dans les emplois publics, et qui en fait ont 80%, entre 78 et 80% de la masse salariale qui est versée. Tous les autres sont soit au SMIC, soit au RMI, etc. Donc vous avez un rattrapage qui est forcément, et on est tenté par le rattrapage. Donc dès qu'il y a un peu d'argent qui peut être pris dans le trafic, beaucoup de gens sont tentés parce qu'ils ne peuvent pas, en fait, en réalité, cette fameuse vie chère là, ils ne peuvent pas tout payer. Donc ils sont tentés par ça, hein, tout simplement. On a 40% de vie chère et 42% de différentiel de prix. Donc il y a une correspondance un peu curieuse. Mais enfin, c'est embêtant et ça explique aussi la montée du trafic. Alors, la procureure expliquait qu'il y a de plus en plus de violence et de délinquance de la part de jeunes Guadeloupéens qui n'ont même pas 18 ans. Alors, ce n'est pas particulier à la Guadeloupe, puisqu'on a entendu qu'en France, il y a au moins 2 ou 3 jeunes qui ont été tués au couteau. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème sociétal. Oui, non, mais il est général, mais il est lié à la surconsommation aussi. Hein. Christian ? Oui, je suis content d'entendre une procureure de la République parler de trafic d'armes ici, et de drogue. Parce que, à l'occasion d'une réunion avec le préfet et une procureure de Basse-Terre, pour précisément parler de cette campagne, déposons les armes. Oui, vous vous rappelez de ça. On invitait la presse. L'Étincelle apportait sa part pour dire aux Guadeloupéens de déposer les armes. Alors, moi je disais au préfet et à la procureure, mais déposons les armes. Vous vous adressez à qui? À des Guadeloupéens qui ont chez eux un vieux pétard d'un coup ou de 2 coups rouillés dans un placard. Vous lui dites ça. Peut-être qu'il va obtempérer. Mais ce n'est pas ça la question des armes. Est-ce que vous êtes prêts à vous attaquer précisément au trafic des armes? Parce que nous sommes un archipel ouvert à tous les vents. Vous avez 2 petits bateaux là et qui s'occupent davantage d'autre chose que de s'occuper. Ils pêchent. Donc, par conséquent, alors, écoutez, la procureure de la République, à l'époque, m'a allumé, mais sévèrement, à Basse-Terre, la préfecture. Madame, de quoi vous parlez, monsieur? Il n'y a pas de trafic d'armes en Guadeloupe. C'est pas possible. Mais elle l'a dit l'autre jour ici, qu'il y a un trafic d'armes. Il n'y a pas de trafic d'armes en Guadeloupe. Le préfet renchérit, il dit non, mais la drogue en Guadeloupe, ce n'est pas encore une affaire de trafic. Il y a des petits drogués, des petits trucs, là, le caillou, là, qui s'occupe surtout des cailloux, hein, et le crack. Oui. Je dis, mais écoutez, vous rêvez, vous êtes dans quel pays? Moi, je suis ici dans mon pays, je vous dis ça. Alors, cette procureure-là, aujourd'hui, nous dit, il y a un trafic d'armes ici, etc. Bien sûr qu'il y a un trafic d'armes.
organisé. Et parce que la France laisse faire, ça l'arrange. Parce qu'il faut quand même tenir cette masse de jeunes Guadeloupéens désœuvrés et qui est en même temps sollicité par tous les clinquants de la société, par la consommation, par les magasins achalandés. Il y a de la misère ici. Il n'y a pas de travail. Les revenus sont faibles. Nous sommes au-dessous du seuil de pauvreté. Les jeunes n'ont pas de logement. Il n'y a pas de foyer pour les jeunes. Il n'y a rien. Il faut bien le dire. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Et qui, effectivement, qui est facteur de tous les dangers, dont la drogue, les armes, etc. Alors, il faut s'attaquer au trafic, il faut emprisonner, il faut tuer 2 ou 3 brigands, etc., etc. Mais si on ne s'attaque pas au système, si on ne s'attaque pas aux structures, si on ne s'attaque pas au modèle économique, non, on sera toujours dans la même situation. Donc il n'y a pas de solution. Sauf que il nous faut prendre le pouvoir. Alors, il y a aussi une anomalie avec une population qui est vieillissante. Donc, normalement, on a moins de main-d'œuvre pour faire ça. Or, curieusement, le trafic augmente. Il augmente en volume, tout simplement parce qu'on est devenu un lieu de passage et qu'on n'a pas besoin de beaucoup de gens pour faire ça. J'avais entendu qu'il y a eu 9 tonnes de cocaïne qui ont été saisies au large de la Martinique. Par exemple, aujourd'hui, le pouvoir, les procureurs, etc. Parce que pourquoi? Tant que cette drogue-là reste ici chez nous, pour pourrir notre jeunesse, pour faire vivre un certain nombre de délinquants en col blanc. Parce que ce ne sont pas les petits délinquants qui peuvent commander de la coke là-bas, aux États-Unis et en Amérique du Sud. C'est pas vrai. Le trafic de drogue, c'est une affaire de délinquants en col blanc. Les gens qui ont l'argent. Les gens qui sont dans les sphères où on prend en haut, c'est eux qui font le trafic. C'est eux qui y a problème là, qui ont bateau problème là. Ce ne sont pas les petits. Et comme aujourd'hui, cette drogue et ces armes ne restent pas seulement ici, mais ça transite, ça commence à péter dur dans les banlieues françaises. Aussi. Alors là, un type est venu l'autre jour ici, là, un sénateur, encore. Il est venu ici, il a fait une grande conférence pour poser le problème que les narcotrafics, eh bien, c'est la base, le centre, c'est ici, quand même. Alors, un dernier mot sur les problèmes qui nous concernent tous les hommes. Peut-être que Iman va répondre, c'est que les violences intrafamiliales continuent, la procureure l'a aussi annoncé ici, et il y a de plus en plus de femmes qui subissent des violences en Guadeloupe. Alors je pose la question aux hommes, et peut-être à une femme qui est là, qu'est-ce que tu en penses ? Par rapport à l'augmentation des violences. Les violences, oui, intrafamiliales et sexuelles. Ouais, je pense que c'est surtout que la parole se délie et que on a peut-être plus aussi de dispositifs qui existent pour pouvoir rebondir et sortir d'un cycle vicieux. Donc c'est quelque chose qui a, je pense, toujours existé malheureusement. Et maintenant, il y a des portes, il y a des gens qui sont là pour pouvoir soutenir, accompagner et sortir un peu de ça. Et la parole est libérée pour les femmes ? Un peu plus maintenant, puisqu'on en parle un peu plus dans les médias. Il y a des dispositifs. Il y a eu un événement qui s'est déroulé sur la place de la Victoire aussi. Avec, le Zonta a fait aussi. Voilà, donc il y a des choses qui sont mises en place qui permettent, je pense, aux femmes de réagir et de se dire qu'il y a un problème et que c'est pas normal. Donc, nous sommes les hommes les plus violents du monde, de la Caraïbe. Certainement pas, mais le phénomène qui est peut-être nouveau aussi, c'est chez les jeunes. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de violences intrafamiliales, mais entre des jeunes, dans couple ou ailleurs, ou avec les familles elles-mêmes, on a ce phénomène-là qui peut être lié pour les mêmes raisons. Il y a effectivement la drogue, il y a les trafics, et puis il y a aussi les angoisses liées à cette consommation. Je pense qu'il y a aussi ce phénomène-là, mais Iman a raison, c'est-à-dire que la parole est ouverte maintenant. Donc forcément, les gens en parlent plus, il y a plus de constats, les associations travaillent, montrent qu'il y a des choses qui se passent. Mais je pense que ces violences-là ne sont pas vraiment nouvelles. Simplement, elles s'étendent aussi à une catégorie de population plus jeune. Mais il faut quand même toujours rappeler qu'on a une population qui est vieillissante et il faut faire très attention aux statistiques qui sont présentées. C'est-à-dire qu'il y a des choses à moins que les chiffres de l'INSEE soient faux.
Il y a un psychologue qui me disait que le fait que les médias parlent de plus en plus de ces violences, ça augmente le taux de violence. Non, ça les rend certainement plus visibles, simplement. La vieillesse. Vous savez, Jacques Warner disait ça à Trinidad. Il disait qu'il ne fallait pas donner les statistiques, comme ça les gens seraient moins violents à Trinidad. Bon. C'est une bonne chose, moi. Je trouve que on parle beaucoup de la vieillesse, population vieillissante. Non, les gens vivent plus longtemps ici maintenant. C'est un bon signe. C'est-à-dire que c'est un signe de santé publique. C'est un signe que les gens se prennent en charge. Et les gens doivent vivre le plus longtemps possible. Bon, ça pose un petit problème parce qu'il n'y a pas le renouvellement suffisant. Hein. Le ratio n'est pas maintenant respecté. Le ratio n'est pas respecté. Avant, on faisait 6 ou 7, tu vois. Moi, je suis l'aîné d'une famille de 7 enfants. Tranquille. Et chez nous, on continue à en faire. Mes enfants en font. Alors, la question de la violence, moi, je pense qu'avant, il y avait une situation, c'était particulier. Il y avait des violences dans les foyers, mais c'était un petit peu fermé, personne n'en parlait, même les femmes battues n'en parlaient pas, les hommes battus n'en parlaient pas non plus, c'est encore moins. Parce qu'il y a des hommes battus aussi, attention, hein, on raconte des histoires. C'était il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ça. Bon. Donc, aujourd'hui, on en parle. Mais remarquez que le truc MeToo, là, ça n'a pas pris ici. Hein? Le truc MeToo, là, ça n'a pas pris ici. Jusqu'à maintenant, non. Bon, donc, attention, dans une société particulière. Mais je voulais dire une chose sur les jeunes, que je regarde, moi. J'ai des jeunes enfants qui ont des enfants, femmes et enfants. Et je regarde ce qui se passe. Il y a des petits gants, des léganges, il y a tout machin. Mais aujourd'hui, les jeunes, de mon point de vue, si je me trompe, on va me corriger, s'occupent davantage de leurs compagnes, de leurs enfants, et ils n'ont pas toujours les moyens. Oui. Et la chanson de Sadiq, c'est pas une chanson comme ça. Et Petit Papa Guada. Oui. Petit Papa Guada. C'est-à-dire que moi je vois les jeunes hommes là, pères, qui amènent Timon à l'école, qui amènent au médecin, qui amènent au dispensaire, qui amènent jouer et sport, c'est-à-dire que participe. Et en même temps soulage la femme. Ma génération, c'était pas ça. Oui. Vous confirmez, messieurs les plus jeunes? Oui, on confirme. Oui, nous confirmons. Nous confirmons. Dans les réunions de parents d'élèves, on voit de plus en plus de... C'est vrai. Oui, dans les réunions. Avant, il n'y avait que des... Mais c'est vrai que nos ados sont particuliers aussi aujourd'hui. Par rapport à la société. Oui, ça c'est une évolution. Alors, dernier point, nous, c'est à peu près 7 ou 8 minutes. Je pose la question rigolant, est-ce que Bérou Pascal au carnaval? Le carnaval, c'est le 3 mars. Le 3 mars. Il saura trouver le bon déguisement au passé. Non, compte tenu de la situation, le budget de la France est toujours bigidi. La commission mixte paritaire est tombée d'accord. Donc, il y a déjà un premier pas franchi. Maintenant, il faut franchir l'Assemblée nationale. Alors, a priori, il passera le PS va se calmer? Je ne sais pas, mais il passera le carnaval, mais peut-être pas la mi-carême, alors? Peut-être pas la mi-carême. La commission mixte déjà? Oui, ce matin. Et dit, tu penses qu'il passera le carnaval ou la mi-carême? Oh, ce sera compliqué parce qu'en fait, bon, il joue aux équilibristes. Oui. Un coup, dans ses interventions, François Bayrou, on sent qu'il est un peu perdu. Qui peut parler de submersion migratoire pour faire plaisir au Rassemblement national. Voilà. Et c'est compliqué. Moi, je pense que ce sera compliqué. Ou pas, à votre avis? Ce sera compliqué. Mais tout dépendra du Rassemblement national. Oui. C'est Marine Le Pen qui appuie sur le bouton. Oui. Comme pour parce que même là, le RN n'est pas totalement acquis à la cause de Bayrou, sur certains points. Non, mais Bayrou a certainement un objectif. Il a un objectif de durée. Il n'a peut-être pas l'objectif de faire un budget. Donc c'est ça. Mais oui. Donc le plus longtemps possible. Mais oui. Donc pour se présenter au présidentiel là-bas. Voilà, il n'est peut-être pas si mauvais que ça dans cette dynamique-là. Bayrou ne perdra rien du tout. Il va faire son sucre là. Il passera la question. Il faut le dire franchement. La question c'est le président de la République. C'est Emmanuel Macron. Oui. Mais il est plutôt en retrait en ce moment. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? C'est le Macron qui est responsable de ce désastre en France. C'est un désastre politique en France. Hein? Un type qui provoque une élection législative pour mettre de tout le monde, pour rebattre les cartes, et il se trouve au pied du mur. Qu'est-ce qu'il fait? Mais si vraiment c'était un garçon sérieux, il aurait tiré les leçons, terminé, démissionné, parti ou permettre à la France de se recomposer. Le type a perdu les élections législatives.
Et il veut rester et gouverner sans majorité. Mais il y arrive. Il n'y arrive pas encore. Le premier Baroni est tombé là, l'autre jour. L'autre gars là, Bérou, va tomber aussi. C'est fini. La situation politique, c'est que pour l'instant, tous les partis politiques préparent déjà la présidentielle et aussi une prochaine dissolution de l'Assemblée nationale. C'est ça. C'est qu'il y a un viol de la démocratie. Il faut le dire. Le maître a violé la démocratie. Il n'a pas violé, il a respecté la... Mais non, c'est dans la Constitution. Il n'a pas porté au gouvernement le parti qui est arrivé en tête aux élections. C'est ça la loi démocratique qui fonctionne en France depuis la Ve République. Et même avant. C'est le seul président qui a fait cette chose-là. Et il avait qu'à nommer un prétendant. Un premier ministre de gauche. Un premier ministre de nouveau Fonds populaire. Ça n'aurait rien changé dans les faits. Le premier ministre de gauche serait censuré au bout d'une semaine. Il aurait fait son job. Ça aurait eu le type a fraudé. Oui, mais ça aurait eu les mêmes conséquences. Non, il ne faut pas... Le type, il a violé les règles démocratiques. Il n'avait qu'à nommer un premier ministre issu du nouveau populaire. C'est tout tard. Oui. Alors, non, c'est trop tard. Juste un dernier mot. Quelles conséquences ça a sur notre pays? C'est le dernier mot et on se quitte là-dessus. La situation politique française aujourd'hui, le bigidi du gouvernement, du Premier ministre. Est-ce que ça change quelque chose ici ou bien est-ce qu'on est toujours pareil? On est toujours pareil, mais simplement c'est que ça devrait nous permettre de nous rassembler et d'arrêter par exemple cette guerre entre conseil général, conseil régional, voilà, se mettre autour d'une table ensemble et dire voilà, comment on voit la Guadeloupe dans 30, 40, 50 ans, voilà, et avoir cette vision de la Guadeloupe. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les politiques au pouvoir on continue d'aller à Matignon, de rencontrer des ministres, alors que dans 2-3 semaines, il n'y aura plus les mêmes ministres. Ils ont pris le maquis, les politiques au pouvoir ici. Vraiment, ils sont perdus, les gars. Ils ne savent plus comment, là. Ils ont bas de l'eau. Alors, on court à Paris, on court par là, etc. On raconte des histoires, on fait le congrès, on fait le machin. Mais pourquoi? Alors, il y a un rapport qui est tombé là, entre les mains du président Macron, avec les deux spécialistes qu'il avait désignés. Oui, mon Louis. Qui en parle? Vous avez déjà entendu? Oui, vous avez déjà entendu? Je vous parle des élus, c'est ça, je vous parle des élus. Quel élu, quel parlementaire, quel président d'Assemblée, vous avez déjà entendu parler de ce rapport? Mais dans ce rapport, on ne parle pas de l'évolution institutionnelle, ça a été mis de côté. C'est le changement du modèle économique. Il faut dans une ligne, après le modèle économique, il faut changer le système. Il faut changer les structures politiques. Oui, après. Merci, messieurs. Je vous remercie pour ce petit boucantage qui a été aussi animé que des autres fois. On se retrouve vendredi prochain. On recommence tout de suite avec les news, avec Iman News. C'est parti pour le premier sujet. Oui, on va parler du congrès des syndicats des enseignants de Guadeloupe qui ont organisé leur congrès annuel réunissant des acteurs du secteur éducatif pour discuter des enjeux actuels. Et Olivier Félix était parmi eux. Au programme, il y avait des débats sur les conditions de travail des enseignants et les réflexions apportées sur les réformes éducatives. On voit le reportage. Le sens de ma présence ici, c'est d'entendre quelles sont les problématiques et les spécificités du territoire de la Guadeloupe et de pouvoir être le relais à Paris quand on va défendre les intérêts des personnels et particulièrement ceux de la Guadeloupe qui ont des problématiques un peu différentes parfois du reste du territoire français. Les thématiques qui sont abordées, c'est la santé au travail, c'est la mobilité professionnelle, c'est la mobilité aussi géographique, c'est les écueils auxquels on est confronté régulièrement dans notre institution éducation nationale. Et c'est aussi une thématique importante sur laquelle on va débattre sur la problématique de la vie chère. Elle concerne à la fois les parents et les élèves, et les personnels de l'enseignement. Donc les AESH, les enseignants, les CPE, enfin tous ceux qui constituent l'encadrement au niveau des écoles, collèges et lycées. Vous voyez, cette thématique nous tenait à cœur parce qu'en 2009, on a participé à la mobilisation contre la vie chère
en Guadeloupe et on se fait le relais et on voit toutes les possibilités qui sont offertes à nos collègues justement pour qu'ils améliorent leurs conditions de travail, leurs conditions de réussite au service des élèves. C'est ça notre engagement. Il ne faut pas l'oublier. Je suis là pour qu'on puisse échanger sur ce qu'on porte comme politique éducative pour nos élèves, comment on les fait réussir, ce qu'on porte comme revendication pour les personnels et comment on fait en sorte que tout le monde puisse s'épanouir dans son travail parce que c'est plus le cas aujourd'hui. On manque de santé au travail, on a une surcharge de travail qui est énorme du fait d'un manque de personnel, mais pas seulement, parce que aussi on augmente les tâches tout le temps, la formation qui manque, donc tout ça. Moi, je suis là pour confronter avec les adhérents de la Guadeloupe pour voir quelles solutions on porte au ministère ensemble pour améliorer les conditions de chacun. Bon, la conférence de l'URAPEG. L'URAPEG, oui, cette conférence a permis de parler de l'adaptation au changement climatique, une rencontre qui permettait de sensibiliser aux impacts environnementaux spécifiques à notre archipel. Solène Fèvre était parmi eux pour parler des différentes thématiques comme l'érosion côtière, la perte de la biodiversité et des phénomènes météorologiques extrêmes avec les solutions apportées. On voit un reportage. Il s'agit du projet Life Adapt Thailand, qui est un projet cofinancé par le programme LIFE de l'Union européenne, qui s'inscrit dans la politique environnementale du port, que l'on appelle Kayoli, c'est le nom qu'on lui a donné. Et en fait, c'est un projet qui expérimente chez nous en Guadeloupe des solutions fondées sur la nature, concernant les récifs coralliens, les herbiers marins et les mangroves, et qui évalue cet impact par rapport à la résistance au changement climatique. Notre tâche, c'était de faire la sensibilisation. Et c'est ce que nous avons fait tout le long de ce projet. Et c'est pour cela aujourd'hui nous avons initié cette conférence de presse pour permettre à la presse de voir ce projet, de le comprendre et les raisons pour lesquelles on l'a fait. Je pense que maintenant, la population est en train de comprendre et voir le changement climatique parce que ça fait très nombreuses années qu'on en parle. On nous prenait pour des intellectuels machins et puis maintenant on s'est rendu compte, tout le monde le voit et c'est de plus en plus visible, non seulement ici mais ailleurs. On a vraiment amélioré nos techniques de restauration sur les 3 écosystèmes. Typiquement aujourd'hui on a une ferme corallienne qui a résisté très bien au phénomène de blanchissement que l'on a connu ces 2 dernières années. Donc ça c'est beaucoup d'espoir pour la Guadeloupe et la Caraïbe tout entière. On maîtrise aujourd'hui également les replantations des écosystèmes de forêt littorale, pas seulement les palétuviers, mais aussi d'autres essences. Pour les herbiers marins, mais on a aujourd'hui démontré que ce qui marche le mieux, c'est de les protéger. Donc c'est de mettre en place des mouillages écologiques et cette protection permet aux herbiers de se régénérer eux-mêmes. Et aujourd'hui, on peut dire que ce projet a permis à de nombreuses entreprises, de nombreux bureaux d'études, de nombreuses associations de monter en compétences sur ces projets-là. Et l'objectif aussi, à la fin du projet, c'est qu'on puisse continuer sur des projets comme celui-là, en partenariat avec les acteurs du territoire, les collectivités, mais aussi à l'échelle caribéenne. Ce qu'on veut, nous, c'est que demain, nos enfants retrouvent un petit peu ce qu'il y a aujourd'hui. C'est ce qui est difficile, mais c'est ce qu'il y a aujourd'hui que nos enfants les retrouvent demain. Et le slogan de l'URAPEG, c'est « Qui aime bien, protège bien ». Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Bien, merci donc pour ces informations. Il est 13h32, c'est la dernière pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos derniers invités dans la dernière séquence du ZCL News. Messieurs, bon week-end. Comme on dit, si je crois prendre la route, pas de la goutte. Tu peux donner un rendez-vous oui, vas-y. Aux téléspectateurs oui. Tous les soirs sur RCI, l'info sans langue de bois. Pas de problème, tu fais ta pub, il n'y a pas de problème. On est ouvert. 18h30 pour commenter l'actualité, décrypter l'actualité. Sans langue de bois. Sans langue de bois. Sans langue de bois. Merci de l'avoir dit. Et c'est fait. Mais tu peux faire ta pub aussi. Ça, c'est la première aussi, voilà. Ok, c'est fait. Voilà, messieurs, merci. À vendredi prochain. Merci beaucoup. Voilà, je disais donc qu'on va recevoir toute la famille Condé, puisque l'aéroport aujourd'hui change officiellement de nom. Et Sylvie Condé est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là et elle n'est pas seule.
Oui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mes 2 sœurs, donc j'ai de la force aujourd'hui. Oui, visiblement. Donc, à ma droite, j'ai Aïcha Kandé, celle qui me suit, qui est avocate. Oui. Et à ma gauche, Leila Kandé, ma plus jeune sœur, qui est, elle, chargée en assurance. Voilà. Voilà. Et pourquoi toutes les 3 elles sont là? Elles sont là parce que nous estimons que c'est un grand jour aujourd'hui. Tout à fait. On assiste au changement, en tout cas à la mise en place d'un nouveau visuel de l'aéroport suite au changement, au renommage de l'aéroport. Et donc on a tenu à être là pour remercier la Guadeloupe pour ce bel hommage qu'ils font à Marie Scondé. Et nous sommes vraiment très contents, très touchés. Et nous sommes dans cet esprit-là. Alors, je posais la question à Aïcha et à Leila. Quand vous arrivez en Guadeloupe aujourd'hui, que vous voyez l'aéroport qui a changé de nom et qui porte un nom qui vous ressemble et qui vous sonne, qu'est-ce que vous avez fait comme impression? Une grande fierté. On est venu ici au mois de décembre et je m'étais préparée au moment de l'atterrissage à ce qu'on nous annonce bienvenue à l'aéroport Marie Scondé, puisque c'était déjà officiel à ce moment-là. Ça n'a pas été dit. Et j'ai ressenti une frustration. Et je l'ai dit au steward en disant, vous m'avez volé un moment d'émotion, parce que je m'y étais préparée. Et nous sommes venus, Leila et moi, mercredi, et on a entendu bienvenue à l'aéroport Guadeloupe Marie Scondé. On a applaudi, les gens applaudissaient parce que l'atterrissage était réussi. Mais ils ne savaient pas quoi vous étiez défendu. Non, mais eux, ils applaudissaient parce que l'atterrissage était réussi, et nous, on applaudissait parce que moi, parce que enfin, je l'avais entendu. Oui. Donc, oui, c'est un grand moment. En ce qui me concerne, malgré mon agenda chargé, il était inenvisageable que je ne sois pas là. D'accord. Oui, et puis il y a les panneaux. On voit maintenant Marie Scondé sur tous les panneaux à l'aéroport. Bienvenue, bonne et heureuse année, aéroport Guadeloupe Marie Scondé. Pour nous, c'est la fin du parcours et je pense que pour le moment, c'est l'été aussi. Ça y est, elle a été reconnue. Ça crée de l'émotion quand même. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions parce que elle a été partout. Et puis là, maintenant, elle repart. Elle revient dans son île avec un aéroport. Sylvie, elle est présente définitivement en Guadeloupe. Elle est présente, elle est immortalisée. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On disait que l'immortalité, c'est que le mort soit présent parmi les vivants. Et donc maintenant, elle est là. Immortalisée, c'est un grand, grand honneur et nous sommes très, très contents. Et on a vu le visuel, il y a même l'exposition de Joël Nankin aussi en ce moment. Donc, tout est elle là. fait émulsion là avec Joël Nankin. Tout à fait. Elle réunit les talents dans un même lieu. Oui. Et il faut signaler et souligner la qualité de l'artiste qui s'appelle... comment elle s'appelle la jeune femme? Oran. C'est magnifique. Oui. Non seulement... ça ressemble à Marie Scondé, mais en plus de ça, ça fait passer vraiment de l'émotion. Moi, quand je vois ça, je vois plus qu'un portrait de ma mère. Je la ressens. C'est vraiment une très grande actrice, cette jeune femme. Elle est talentueuse. Bien, alors, Madame Martial, vous êtes ici parce que vous êtes auteure, comédienne de la création théâtrale et poétique, La Voyageuse. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que c'est que cette voyageuse. La Voyageuse, c'est une pièce de théâtre musicale qui a vu le jour après en 2008, en réalité, et qui a été conçue 2 ans avant, un peu avec des temps d'éléphant, puisqu'ils sont des grands moments de gestation. Après ma première rencontre avec Marie Scondé à Paris, lors de le jour de la commémoration de la reconnaissance pour la France de la loi Taubira. Donc c'est quelque chose qui remonte à très loin. Et puis cette pièce était née en 2008 avec une première destination. Et elle naît maintenant avec un dynamisme nouveau pour présenter et faire connaître le travail de Marie Scondé à travers l'idée du voyage. Alors, extraordinaire, déjà, nous sommes vraiment surprises et heureuses et honorées de la confiance qui nous est faite de présenter cette pièce qui raconte le voyage intérieur de cette hypothétique
dans la pièce écrivain qui s'appelle Maryse, qui a une crise de page blanche et qui va faire un voyage pour arriver à se libérer et à exprimer une nouvelle histoire. Alors, on a au téléphone en direct Amel du MAC, puisque elle n'a pas pu être avec nous physiquement, mais le téléphone permet. Amel, bonjour. Bonjour, Danick. Bonjour à tous. Alors, tu n'as pas pu être sur le plateau, mais tu as sûrement des choses à nous dire. Ah, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, déjà, je suis très fière que nous, Européens, fassions ce geste d'hommage envers la grande femme qui était Maryse Condé. Et je suis également très fière que le MACT contribue à cet hommage. Et je remercie grandement Josette Martial et Sylviane Condé, ainsi que ses sœurs Leïla et Aïcha, de nous aider à mettre en lumière la vie de cette grande femme à travers la création de Josette, d'une part, et à travers les témoignages des amis de la Casa Condé, ainsi que la famille. C'est vraiment, je suis sûre que nous vivrons un moment d'émotion, de partager la mémoire de Maryse Condé. J'imagine, Amel, qu'il n'y a pas de hasard, puisque cette pièce arrive, j'ai envie de dire en avion, le jour même où le nom de Maryse va être définitivement attaché à l'aéroport anciennement Paul Caraïbe. C'est ça. Alors disons que Josette, avec la voyageuse, est arrivée à nous à point nommé, nous dirons. Et puis, oui, l'objectif, c'est aussi de proposer au public des programmations cohérentes. Et grâce au talent qu'on a, on a pu être en mesure de proposer cette offre au public européen. Oui. Merci, Amel. Donc, le rendez-vous est pris ? Le rendez-vous est pris dès demain pour une séance tout public qui sera précédée d'une causerie avec Sylviane Condé, ses sœurs Fanny Margras, suivie d'une représentation de Josette Martial avec la voyageuse à partir de 17h au MACT. D'accord, bien, le rendez-vous est pris. Madame Martial, encore deux petits mots sur la voyageuse pour les gens qui ne connaissent pas encore et qui seront là demain soir. Absolument, avec plaisir. Merci, Amel. La voyageuse est une pièce qui est construite autour de 7 ouvrages de Maryse Condé. Ségou. Ah, c'est autour de Ségou. Pas seulement. Non, il y en a 7. Ah, d'accord. Il y a 7 escales, si vous voulez. Un prélude et 7 escales. C'est une pièce, je dois dire déjà, qui est mise en scène par le metteur en scène Gianluca Enria, qui est venu avec nous de Rome. Et les pièces sont donc Ségou, Eremakonnen, Le cœur à rire et à pleurer, Désirada, Pension des Alizés, Victoire des saveurs et des mots et Traversée de la mangrove. Chaque pièce, chaque moment a été également honoré par la musique, puisque je nais en tant que chanteuse, et des musiciens internationaux, des grands noms. J'ai eu la chance qu'ils composent spécialement parce que la vie me les a fait rencontrer au moment juste de la composition de ce travail. Et ils ont dédié à la voyageuse des compositions que vous allez pouvoir découvrir, qui sont splendides et que Maryse avait appréciées. Elle était venue à l'époque en 2007 pour écouter, rencontrer également les musiciens, et elle avait été sensible à leur talent, et en effet, c'est le cas. En particulier, je voudrais noter la participation de Jacob de Varieux, qui a composé cette chanson qui s'appelle Tout Pitié, qui sera la seule chanson en créole, puisque les autres seront en français. Mon créole est hélas encore à développer, mais j'y mets tout mon cœur, et je mets tout mon cœur. En cas travail. Mais en tout cas, une en créole, elle est, et c'est celle de Jacob, voilà. Oui,
que arriver. Si vous travaillez, vous que arriver. En tout cas, Sylvie, j'ai envie de te poser la question, mais finalement, depuis la disparition de Maryse, on a beaucoup parlé d'elle. Hein. Oui. Entre les colloques, entre l'aéroport, etc. Oui. C'est une grande fierté pour toi, enfin pour tes soeurs aussi. Oui, c'est une grande fierté pour nous. Bon, vous savez, les choses, on ne sait jamais. Hein, c'est le destin, c'est Dieu, on ne sait pas, la main invisible. Mais toujours est-il que c'est vrai que nous, de notre côté, avec Casa Condé, on a voulu arrêter un peu les soirées littéraires, festives et tout, pour se consacrer dans des œuvres plus profondes, en tout cas avec sa disparition. Et c'est pour ça qu'on a été partie prenante au colloque qui a eu... La Casa Condé fonctionne toujours? Oui, elle fonctionne, mais elle était un petit peu en berne, oui, c'est normal. J'ai eu l'impression, oui. Elle était en berne parce qu'elle traversait un moment difficile, il y avait une disparition totale. On était pourtant présents dans les colloques, il y a eu un avec l'Université des Antilles, un au Cameroun, il y a eu beaucoup de choses, mais voilà. Donc, il y a des choses à venir encore? Il y a des choses à venir encore qu'il faudra refaire et tout, mais c'est vrai qu'on a été un petit peu coupé dans notre élan, mais bon, on va se remettre au travail. Hein. Oui, je pose la question, parce que je n'ai pas la réponse, mais je vous pose la question. Elle a écrit combien de bouquins, Maryse? Oh là là, plus d'une trentaine. Combien? Une trentaine. Une trentaine? Et puisqu'on parlait de son actualité, il y a 2 films qui vont sortir sur elle, qui sont actuellement en préparation. Oui. Il y a... vous connaissez la série de Dorothée Poivre d'Arvor, La Maison 2. Oui. Et donc, il va y avoir La Maison 2 Maryse Condé. La Maison de Maryse. Voilà, ça c'est décidé. Et ensuite, il y a un film sur elle, son œuvre, mais beaucoup plus tourné sur sa personne. Avec des moments de Michel Rennette, avec des moments où toute la famille est questionnée, interviewée sur notre rapport à elle, plus en tant que mère qu'en tant qu'auteur. Ça sortira quand? C'est prévu quand? C'est premier trimestre, les deux sortent le premier trimestre 2025. J'espère qu'on les verra en Guadeloupe. J'espère. Bien sûr, j'espère. On aura la priorité. Oui, voilà, tant mieux. En tout cas, rendez-vous est pris demain pour la voyageuse. Non, c'est ce soir. C'est ce soir, elle a dit demain. Il y a deux voyageuses. Non, il y a 2 voyageuses. Il y a ce soir et demain. Ah, il y a 2 séances. Il y a 2 séances, Madame Martial. Il y a 2 représentations de la pièce La Voyageuse. La première est... Elle m'avait dit que c'était ce soir. Il y a ce soir, oui, à 19h ou 19h30. Oui. Et puis demain soir à 20h après le dialogue dont Amel a parlé. Tout ça, rendez-vous au MAC, on vous attend. Et c'est vrai qu'il y a énormément une dimension de famille et d'émotion qui est là, mais il y a aussi énormément d'ouvrages artistiques, et je crois que chaque Guadeloupéen, et pas seulement, est touché par ce qui est en train de se passer. Personnellement, je viens de Venise, et il y a une écoute, une admiration, et cette dame était singulière, parce que les gens l'aiment. Et donc de l'Italie, j'ai eu des témoignages très très forts, donc nous sommes au centre de quelque chose de très joli, ce qui est en train de se passer en ce moment en Guadeloupe. Pour célébrer, pour reconnaître Maryse Condé. Et puis, Sylvie, on n'a pas fini de te voir. Non. Parce que ton agenda doit être chargé, j'ai l'impression. Non, il n'a pas été fini, mais bon, je suis restée assez longtemps ici, pendant 6 mois. Donc... N'oubliez pas que je suis sur 2 continents quand même. Hein, je sais. Voilà, en tout cas, merci d'être venu. Il est pratiquement 2h50. On a le temps de développer le dernier titre. Oui, on va parler du Cardioval, donc des boulets sportifs à Bemao. Donc c'est un événement qui a eu lieu dédié à la promotion de l'activité physique et en même temps du carnaval, une façon d'allier les deux, sport et culture. On voit un reportage d'Olivier Moradel. L'objectif de l'activité aujourd'hui, donc, qui est le Cardioval, donc, c'est mélanger renforcement musculaire sous le rythme du carnaval. Donc l'idée, c'est vraiment de faire du sport en s'amusant. Les mouvements sont adaptés à tous, que ce soit les enfants, que ce soit les plus grands, que ce soit les seniors. Je réadapte en fonction des personnes, même si vous avez mal au genou et autres, on réadapte. Nous sommes à la 5e saison de ce rendez-vous. Il s'agit d'une heure de sport au rythme des associations carnavalesques de la ville de Bemao. Donc c'est un rendez-vous que Terre de Champions propose de manière à préparer les participants, à les mettre en condition physique pour pouvoir participer au déboulé sportif qui aura lieu. Donc nous aurons 2 pendant la saison carnavalesque
le 12 février aux Abîmes et le second le 18 février à Bémao. Je trouve que c'est une très belle initiative, ça permet d'allier notre culture du carnaval avec du sport. En plus c'est gratuit, donc j'invite tout le monde à venir en profiter, il y a une très bonne ambiance. L'animatrice est super, la musique aussi, donc j'invite tout le monde à venir, c'est chaque jeudi à 19h à Bémao. Venez faire de l'activité physique, c'est quelque chose où on se défoule, on est ensemble, on est en groupe et puis voilà, on transpire sans forcément faire des activités qui sont trop difficiles. Il va être 14h dans 6 minutes. On remercie tous ces gens qui sont venus aujourd'hui avec nous. Jacques Dancal, Christian Céleste, Hauteville, l'ancien Indie planté pour la première partie du ZCL, c'était la partie médiatique. Et puis le boucantage, et puis un autre boucantage avec Joseph Martial. Alors, Joseph Martial, c'est un duo à Don d'autres soleil, on va comprendre quand même. On va comprendre absolument. Ah, on va comprendre. D'accord. Bon, ben, nous sommes contents d'avoir ici. Alors, limier en pile, oui. Fosse en pile, limier en pile, en ouaille. Ouais. Et Sylvie, Aïcha et Lila, Kembe, fort. Marie, son monde, on connaît bien. Oui, on sait ça. Je pas même savent ça, mais. Si, on le sait. Ah, vous savez ça. Bon. D'accord. Okay. De longue date. De longue date, oui, de très longue date. Voilà. Il y a une Chilienne qui fait en ce moment une thèse de doctorat et elle a retrouvé des articles de Maryse qu'elle avait publiés dans un journal que j'avais à l'époque quand Maryse a commencé à revenir au Guadeloupe. Et moi, j'avais même oublié ça. Elle m'a dit, oui, il y a des articles de Maryse Condé quand elle était en Jamaïque, etc., qu'elle avait envoyé dans un journal qui s'appelait le Journal Guadeloupéen à l'époque. Voilà. On rappelle Dani, les titres. je sais que tu aimes parler de ce moment d'amour et de cette... Ah non, c'est... Ah oui, Maryse et moi, c'était une histoire. C'était une drôle d'histoire, ça c'est clair. On rappelle les titres rapidement. Oui, alors rappel des titres, on a parlé du congrès de l'UNSA, donc rendez-vous éducatif pour ces syndicats qui ont parlé des enjeux actuels concernant le secteur éducatif. On a aussi parlé de la conférence donc concernant l'adaptation au changement climatique avec le projet LIFE, une façon de sensibiliser et d'informer aux enjeux environnementaux actuels. Et on vient de parler du Cardioval. Donc sur Bémao, rendez-vous est pris, je pense, pour la semaine prochaine. Bien, alors je rappelle donc ce soir, donc, la voyageuse à 19h, c'est ça, Joseph? J'allais là, ça, on s'éteint. 19h30. Bon, 19h30, et demain, à qui l'a refait? À 20h. À 8h30. À 8h. À 8h. À 8h de soir. À 8h de soir. 8h de soir, voilà. Soit là, à 7h de soir, on soit là, et à 8h30. Voilà. Si vous venez souvent, plus souvent ici, on apprend pas l'école, là, pas occupé. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, les 13h58. Okay, merci à vous. On vous remercie, Sylvie et les deux sœurs. Merci. Et puis, les rendez-vous sont pris, on se retrouve lundi. Voilà. Bon week-end à tout le monde. Bye bye. Oui, Amel m'a dit, il faut que je sois là. Bon, ah, ben oui, on vous voit ce soir. Bien sûr, je vais m'organiser. Ok, allez.